soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Alors, imaginez ça. Un jeune étudiant sénégalais, complètement paumé dans le froid parisien, il ferme les yeux et tout ce qu'il cherche, c'est la chaleur du soleil de son enfance. C'est de là, de ce déchirement, que va naître un des recueils de poésie les plus marquants du XXe siècle, Chant d'ombre de Léopold Sédar Senghor. L'idée ici, c'est de donner toutes les clés pour vraiment piger cette œuvre qui est cruciale pour le bac. Allez, on va décortiquer ensemble ce voyage poétique. Tout part de là, de cette image qui est super puissante. D'un côté, on a le jeune étudiant, Senghor, en personne, dans le Paris glacial des années 30. Et de l'autre, son Afrique, celle de son enfance, une Afrique pleine de lumière. Mais attention, ce n'est pas juste une simple position, non, c'est une vraie blessure. Et c'est de cette blessure, de cette nostalgie profonde, que toute sa poésie va jaillir. En fait, c'est comme s'il essayait, avec les mots, de remplir le vide immense laissé par son pays natal. On est en 1945, le monde se remet à peine de la guerre et là Senghor publie Chant d'ombre. Et c'est un véritable séisme. Il faut bien comprendre que ce recueil, c'est ni plus ni moins que l'acte de naissance de la poésie africaine moderne en français. Et c'est pour ça qu'elle est au cœur du programme du bac. C'est une œuvre qui ose, qui redéfinit complètement l'identité noire face au discours colonial qui dominait tout à l'époque. Bon, première chose à absolument comprendre, l'exil. Et quand on dit exil, ce n'est pas juste le point de départ de l'histoire, non, c'est carrément la source de tout. Le voyage du Sénégal à la France n'est pas un simple billet d'avion, c'est une rupture existentielle, une cassure profonde qui va nourrir, qui va irriguer absolument chaque vers du recueil. Et ce conflit, il est parfaitement résumé ici. On a d'un côté le Sine, la rivière de son enfance au Sénégal, c'est la chaleur, les racines, la communauté, la vie, quoi. Et de l'autre, la Seine, à Paris. Le froid, la grisaille, la solitude, l'impression d'être étranger. C'est de cette tension, de ce choc entre ces deux mondes, ces deux fleuves, que naît toute la puissance poétique de Senghor. L'expression qu'il utilise est terrible, elle est hyper forte, la mort blanche. Et là, attention, il ne parle pas juste de la neige. Cette métaphore, elle décrit un monde occidental qui lui paraît stérile, vide de vie, vide de spiritualité, un monde qui met la raison froide sur un piédestal et qui oublie l'émotion. C'est toute la violence de l'exil qui est là, en deux mots. La question, c'est comment on répond à ça? Comment on survit à une telle violence symbolique? Eh bien, face à cette mort blanche, Senghor ne va pas se laisser abattre. Non, il va forger une arme. Pas une arme physique, mais une arme intellectuelle, une nouvelle conscience, pour se défendre et surtout pour affirmer qui il est. Et cette arme, c'est la négritude. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment tout s'emboîte. Regardez, Senghor débarque à Paris en 1928. Là, il rencontre d'autres étudiants noirs, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas. Ça discute, ça bouillonne. Et hop, en 1934, ensemble, ils créent le mouvement de la négritude. Et quelques années plus tard, en 1945, Chant d'ombre arrive, et c'est en quelque sorte l'aboutissement, la concrétisation poétique de toute cette révolution intellectuelle. Alors, un point super important à retenir, la négritude, ce n'est pas juste un truc de poètes dans leur coin. Non, c'est avant tout un acte politique. C'est une façon de dire stop. Stop à l'assimilation, stop à l'idée qu'il faudrait devenir une sorte de copie de l'européen pour être civilisé. L'idée, c'est de proclamer haut et fort la fierté de ses propres valeurs. C'est un renversement complet de la table, un changement total de perspective. Et pour bien le comprendre, le mieux, c'est encore d'écouter Senghor lui-même. Il dit que sa négritude n'est pas un sommeil de la race, pas un repli sur soi. Au contraire, c'est une force active, une source de lumière intérieure. C'est ce soleil de l'âme qui va venir réchauffer la glace de l'exil parisien. C'est une affirmation éclatante, pleine de vie. Ok, mais concrètement, comment il fait, Senghor, pour puiser à cette source de lumière? Eh bien, il va entreprendre un voyage. Pas un voyage physique, mais un voyage intérieur. Une sorte de pèlerinage par la poésie, vers un lieu sacré, son paradis perdu. Le royaume d'enfance. Alors là, attention, c'est un point super important pour le bac. Le royaume d'enfance, ce n'est pas juste un petit souvenir nostalgique du style « Ah, c'était mieux avant ».
Pas du tout. C'est un véritable espace mythique, une Afrique idéalisée, un Éden où tout était en harmonie. Les humains, la nature, les ancêtres, c'est un refuge mental, une sorte de bouclier psychologique contre le traumatisme de l'exil. C'est là qu'il va chercher la force pour tenir, pour résister. Et dans ce royaume, on trouve deux figures centrales, deux piliers. D'abord, la femme africaine. Et attention, elle est bien plus qu'une simple muse pour le poète. Elle est la mère, elle est le symbole de la terre-mère, l'incarnation même de la fertilité et de la beauté de l'Afrique. Et ensuite, il y a les ancêtres, ces fameuses ombres qui donnent leur titre au recueil. Pour Senghor, et c'est fondamental, les morts ne sont pas vraiment morts. Ils sont une présence, une force bienveillante qui guide et protège les vivants. Bon, assez théorie. Voyons maintenant comment toutes ces grandes idées prennent vie concrètement dans les poèmes. C'est là qu'on va trouver de la matière solide pour les analyses du bac. Prenons Femme noire, c'est sûrement son poème le plus connu. Ici, il faut tout de suite comprendre que la femme dont il parle, ce n'est pas juste une femme, c'est l'Afrique elle-même. Chaque métaphore est comme une clé qui ouvre une porte. Le fruit mûr, c'est la fertilité, la vitalité. La savane, c'est le corps même du continent africain. Le tam-tam, c'est le rythme, la parole des ancêtres. C'est tout simplement une allégorie magnifique de la mère patrie. Maintenant, avec Nuit de Silène, on plonge carrément au cœur de la spiritualité africaine. Ce poème, c'est un moment de pause, un moment de paix absolue. Le poète est loin, très loin du bruit de Paris, et il écoute la voix des anciens. C'est une immersion totale dans une Afrique d'harmonie, un monde où, oui, les vivants et les morts peuvent encore dialoguer tranquillement. Passons à Prière au masque. Là, on est dans un poème très engagé, et la perspective se retourne complètement. Senghor ne parle plus seulement de lui ou de l'Afrique. Il s'adresse aux masques, qui symbolisent les ancêtres, et il leur demande quelque chose de complètement fou, de très audacieux. Il leur demande d'insuffler au monde occidental, qu'il voit comme fatigué, matérialiste, la force vitale et le sens du rythme que l'Afrique, elle, a su garder. D'un coup, l'Afrique n'est plus seulement une identité à défendre, elle devient une solution, un remède pour le reste du monde. Alors, pour bien analyser Senghor, il faut absolument avoir en tête son style, qui est unique et qui casse tous les codes de la poésie française classique. D'abord, il y a le verset. Oubliez l'alexandrin, les 12 syllabes bien comptées. Senghor, lui, il utilise un vers qui est long, ample. Ça ne se compte pas, ça se respire, ça suit le souffle de la voix, comme un chant de griot. Et puis il y a le rythme, et ça, c'est le plus important. Pour lui, le rythme vient avant tout, avant même le sens des mots. C'est inspiré du tam-tam, des percussions, et c'est ça qui donne au poème toute sa force, toute sa pulsation. Allez, on récapitule. C'est la partie la plus stratégique là. Voilà ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le jour de l'épreuve. 5 idées clés, 5 piliers à mémoriser. Numéro 1, le royaume d'enfance, qui est un refuge mental. 2, la négritude, l'arme de la fierté retrouvée. 3, le métissage culturel, l'idée d'un dialogue entre les cultures. 4, le poète qui se sait porte-parole, comme un griot moderne. Et enfin, 5, le verset, cette nouvelle forme poétique complètement libérée. Et cette phrase célèbre, elle résume parfaitement sa vision. L'émotion est nègre, comme la raison est hellène. Mais attention au contresens, il ne les oppose pas, il les met sur un pied d'égalité pour les compléter. Pour Senghor, l'émotion du monde noir et la raison du monde grec ne sont pas ennemies, au contraire, elles doivent se rencontrer, se mélanger pour créer quelque chose de plus grand, de plus complet. C'est ça son fameux métissage culturel, ce qu'il nommera la civilisation d'universel. Il est donc vraiment crucial de ne pas faire de Senghor un poète passéiste, juste tourné vers la nostalgie. Ce n'est pas ça du tout. Il se sert du passé africain pour construire un avenir où toutes les cultures pourraient enfin se parler d'égal à égal, dans ce qu'il appelle un grand rendez-vous du donner et du recevoir. Son message, au final, il est profondément humaniste et universel. Et on termine sur cette question qui est un grand classique des sujets de disserte. Alors, la poésie de Senghor, c'est un retour vers le passé ou c'est un pont vers l'avenir ? Avec tout ce qu'on vient de voir, je pense que les clés sont là. La réponse, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre. Le truc, c'est de montrer que c'est justement parce que Senghor plonge dans ses racines, dans le passé, qu'il peut construire un pont solide vers l'avenir. La réponse est dans la synthèse des deux. Voilà, bon courage pour les révisions.